Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Damien Combredet, qui est délégué général du Fonds de dotation, direction impact et héritage des Jeux Olympiques de Paris. On parlera notamment de la marque Impact 2024. Notre débat, il portera sur l'entrepreneuriat au féminin, comment le développer, comment lutter contre le sexisme. On va notamment découvrir le collectif The Wonders. Et puis dans Smart Ideas, comme tous les jours, c'est une start-up. Chrysalide aujourd'hui, que je vous propose de découvrir, ou comment aider les entreprises de l'économie circulaire à se digitaliser, se numériser. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. On découvre donc le fonds de dotation Paris 2024 avec Damien Combredet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le délégué général de ce fonds de dotation direction impact et héritage. C'est quoi? On pose le décor pour commencer. C'est quoi ce fonds de dotation? C'est un engagement de candidature de Paris 2024 qui, à l'époque, s'était engagé à placer l'héritage au cœur de son projet. C'est-à-dire que dès l'avant, on prépare l'après. Et pour ça, on a créé une structure dont c'est la mission. C'est une structure qui est dédiée à être un accélérateur, un démonstrateur de l'impact social du sport, pour utiliser les Jeux de Paris 2024 comme un temps fort et pour faire en sorte que tous les acteurs de terrain puissent faire la démonstration de tout ce que le sport peut apporter. Oui, l'héritage, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va faire des infrastructures, c'est aider des humains qui ont de bonnes idées à ce que ça dure dans le temps. C'est ça la logique, l'idée. Exactement. C'est optimiser les retombées non seulement économiques et sociales de l'événement, 150 000 emplois mobilisés, mais aussi l'événement, le plus grand événement sportif au monde, pour en faire une vitrine et un accélérateur de ce que font les clubs, les associations, les collectivités, localement, avec parfois peu de visibilité, leur apporter ce coup de projecteur et puis essayer de faire essaimer et grandir leur projet. Oui, c'est ça, partager les bonnes pratiques. J'aime bien poser ce principe dans l'émission. Quelques chiffres sur le fonds de dotation. 350 projets sélectionnés bénéficiant du logotype Impact 2024, 250 acteurs du sport, du mouvement sportif mobilisé, 224 projets lauréats, déjà 4 900 000 euros distribués. Évidemment, ça titille ma curiosité. 250 acteurs du mouvement sportif mobilisé, il y a des personnalités, il y a des stars là-dedans. C'est quoi la logique? Oui, mais il y a surtout des acteurs de terrain. Oui, c'est ça. Des clubs sportifs et des fédérations qui, à l'échelle locale, régionale et nationale, ce sont vraiment les trois échelons avec lesquels on travaille, proposent des solutions innovantes qui utilisent le sport non seulement à des fins récréatives et compétitives, mais aussi à des fins d'impact, pour la santé, pour l'éducation et pour l'inclusion. Ouais. Quand on parle de 224 lauréats, il y a eu combien de candidats? Des milliers, des centaines? Je voudrais évaluer ça. Il y en a eu environ le double parce qu'on a conçu un dispositif de candidature avec un auto-diagnostic qui permet à chacun de savoir s'il est éligible ou pas. D'accord. Ça permet d'éviter les déceptions, d'éviter un travail d'instruction trop lourd. Et donc on cible assez juste dès le départ. Et quand on dit 224 projets lauréats, en fait, vous pouvez multiplier ce chiffre par 2 ou par 3 parce que le principe du fonds de dotation, c'est qu'on ne finance que des projets collectifs, porté par un acteur du mouvement sportif, mais aussi un autre acteur de l'intérêt général. Une association culturelle ou sociale, une collectivité, un établissement pénitentiaire, une école, un EHPAD. Donc en fait, derrière chaque projet, il y a 2 ou 3 acteurs. Alors on va prendre plusieurs exemples, ça va permettre d'élargir aux thématiques en quelque sorte. Le projet Demain avec elle, on est quoi? Sur la promotion du sport au féminin, j'imagine? Exactement, on est sur l'utilisation du sport pour l'émancipation des jeunes filles, la reconquête de l'espace public, de la confiance en soi. Typiquement, c'est un projet qui est porté par l'association Sport dans la ville, avec des fédérations sportives, pour que des jeunes filles découvrent ces disciplines, et puis ça tisse des liens d'amitié, reconquiert aussi ces terrains j'allais dire de foot, mais de sport en général, qui sont parfois un petit peu masculins. Et donc c'est un projet d'émancipation des jeunes filles. On en a d'autres avec Paris Sportif, par exemple. Et le principe à chaque fois, c'est de détecter une solution locale qui marche et d'essayer de la faire grandir. Autre projet tourné lui vers les personnes handicapées, ça s'appelle Avistim. C'est quoi le principe là aussi et le principe un peu général? Là encore, c'est de l'innovation, de l'innovation sociale, mais aussi pour ce qui concerne ce projet technologique. C'est un projet qui est porté, là encore, par plusieurs acteurs, la Fédération d'Aviron, avec l'APF France Handicap, et Avistim, que vous avez évoqué. On utilise la technologie, on utilise des capteurs
qu'on place sur des rameurs et des vélos électriques pour permettre à des personnes en situation de handicap, handicapées des membres inférieurs, de pouvoir utiliser ces outils et reconquérir cette pratique sportive à laquelle parfois certains étaient attachés, que d'autres découvrent. Donc c'est une innovation technologique qu'on va essayer, là encore, d'accompagner. Un autre exemple, l'Académie Diomède, du nom de l'ancien champion du monde 98, Bernard Diomède. Le fonds de dotation va lui servir à quoi? C'est quoi? De l'éducation par le sport, si je me souviens bien? Exactement. Ouais. C'est l'accompagnement de jeunes filles et de jeunes garçons dans le foot, Ouais. puisqu'on a là un grand champion de foot, et son épouse qui porte un projet qui utilise le sport non seulement pour permettre à ces jeunes de progresser dans leur discipline, mais aussi de progresser dans leurs études et dans leur parcours de jeunes, avec un lien très fort avec les établissements scolaires et avec une ambition de réussite éducative. Ça consiste en quoi cet accompagnement? Vous parlez d'innovation sociale, donc on a bien compris, vous avez détecté des projets qui vous paraissent innovants. Votre accompagnement, il consiste en quoi? Il consiste en 3 choses. Premièrement, des financements qui permettent de faire grandir les projets. Deuxièmement, la marque Impact 2024 que vous avez évoquée, c'est aussi un coup de projecteur pour aller voir son élu local, le financeur d'à côté. C'est un gage de qualité. Et troisièmement, un accompagnement à l'innovation sociale spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des projets. Alors, on a fait un diagnostic avec les quelques premiers lauréats que vous avez cités, et ils nous disent 3 choses. Premièrement, on a besoin de mieux mesurer notre impact. On a du mal à le démontrer, on a du mal à l'expliquer. Deuxièmement, on a besoin de croissance, d'être accompagné dans ces processus de croissance et d'essaimage, qui ne sont pas toujours évidents. Et troisièmement, on a besoin de mieux travailler ensemble, de mieux nous ancrer dans notre territoire, avec nos collectivités, avec les associations d'à côté. Et donc c'est en réponse à ces 3 besoins qu'on va apporter des solutions dédiées avec des experts locaux et nationaux pour les aider à répondre spécifiquement à ces besoins. Ce soutien financier, c'est de quel ordre? Ça dépend, j'imagine, du projet, mais... Oui, tout à fait. C'est de l'ordre de 10 000 à 150 000 euros à peu près, avec un plancher à 10 000 euros. Ça dépend effectivement de l'échelon, local, régional ou national. Et il faut préciser que notre engagement est toujours accompagné de l'engagement d'un autre. Nous aussi, on travaille en consortium. C'est un gage d'héritage, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on sera là, mais on sait que les pouvoirs publics, eux, seront là derrière nous. Et donc tous les appels à projets sont cofinancés avec l'Agence nationale du sport, avec le Comité olympique français et paralympique français. L'idée étant qu'ils puissent continuer demain à s'emparer de ces innovations. Cette marque Impact 2024, moi je ne l'ai pas encore forcément vue. Quel va être son rôle? On va la voir fleurir? C'est quoi la logique de marque? On va la voir fleurir, vous avez raison. On s'est concentré sur le faire. Sur la construction des outils, de ces processus de co-construction que j'ai évoqués avec l'Agence nationale du sport, etc., et les autres acteurs qui nous entourent. Désormais, on va faire savoir. On a des projets lauréats qui sont nos meilleurs ambassadeurs, parce que raconter des ambitions, c'est bien, montrer des projets, c'est mieux. Et donc maintenant qu'on a ces projets lauréats, les 3 prochaines années vont nous permettre de faire la démonstration par l'exemple de l'impact social. Il y aura quoi? Il y aura une campagne de communication autour de cette marque, par exemple? On peut l'imaginer? Absolument, qui sera à la fois une valorisation des lauréats de l'année précédente et une invitation à s'inscrire pour les prochains. L'idée étant de renouveler des projets. On vise des projets pérennes dont les soutiens seront renouvelés d'année en année et puis qui feront rentrer de nouveaux projets. Donc l'idée, c'est de valoriser les porteurs tels que ceux que vous avez évoqués pour inciter les autres à s'embarquer dans l'aventure. J'ai vu aussi, alors dans les domaines principaux d'intervention du fonds de dotation, le sport comme vecteur de santé et bien-être, le sport pour l'éducation et la citoyenneté, le sport pour l'inclusion, la solidarité et l'égalité, le sport pour l'environnement. On n'en a pas encore parlé. Je ne sais pas si vous avez un exemple, mais ou en tout cas la philosophie du lien entre sport et environnement. Je sais que les jeux se sont positionnés pour être des jeux les plus sobres en termes de dépenses énergétiques, de bilan carbone. Mais c'est quoi la philosophie derrière ce thème? Elle est très simple. Chaque action qui nous permet de pratiquer plus de sport est bonne pour l'environnement. L'OMS nous dit qu'il faut bouger 30 minutes par jour pour être en bonne santé. À chaque fois qu'on bouge 15 minutes de plus, on gagne. Si on bouge 15 minutes par jour, c'est 3 années d'espérance de vie en bonne santé de gagner. À chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on prend son vélo, on agit pour l'environnement. Donc je pense qu'avant d'inventer des liens un peu farfelus, il faut faire très simple.
bouger plus, c'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la santé. Donc la connexion pour nous, elle est évidente. Promouvoir les mobilités actives, promouvoir la marche, pratiquer 60 minutes à l'école, 30 minutes adultes, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'il y a aussi, on était toute la semaine dernière sur la thématique de l'inclusion, est-ce qu'il y a aussi une aide à des quartiers qui sont un peu enclavés ou en difficulté économique, qui peuvent être d'ailleurs des banlieues de grandes villes ou des quartiers ruraux? Est-ce qu'il y a ça aussi? Absolument, à la fois sur le terrain du développement économique et social, pour permettre aux TPE, PME de Seine-Saint-Denis, par exemple, où notre siège est installé, où le centre aquatique aura lieu, où le stade olympique célébrera plusieurs disciplines des Jeux. On a un travail avec le service public de l'emploi local, et puis avec les TPE, PME. Et c'est vrai aussi pour l'accès à la pratique sportive. On a un projet 24 sites dans 24 villes, par exemple, parmi d'autres, en Seine-Saint-Denis, qui amène le sport là où parfois les gens y ont peu accès. On a eu un programme cet été de savoir nager pour amener des bassins éphémères au plus près des habitants, dans le département où il y a le moins de piscines par habitant, ce qui a permis d'apprendre à nager à 1800 enfants, mais aussi à des adultes qui, eux aussi, ont saisi cette occasion. Merci beaucoup, merci Damien Combredet. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, développer l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat au féminin, c'est le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Stéphanie Gâteau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Handy Road et de l'incubateur Exportunity. À vos côtés, Fatou Ndiaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes la fondatrice de The Wonders, entre autres, parce qu'effectivement, l'une et l'autre, vous avez pas mal d'activités. Tiens, présentation de The Wonders pour commencer, c'est quoi? Alors, The Wonders, c'est un collectif de femmes d'impact. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de redéfinir la place de la femme dans la société et dans l'économie. Et on fait ça de façon bienveillante et positive, notamment grâce à des programmes d'accompagnement et une journée très spéciale. C'est quoi cette journée? C'est la Journée internationale des femmes d'impact qu'on a créée cette année, qui est une journée dédiée pour mettre en avant de nouvelles rôles modèles. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en France, aujourd'hui, on parle beaucoup de femmes qui agissent, mais en fait, c'est tout le temps les mêmes. Et il y a des femmes qui font des choses extraordinaires dans toute la France qu'on ne voit pas assez. Et c'est comme ça qu'on a créé cette journée, pour vraiment mettre de la lumière sur ces profils atypiques, comme celui de Stéphanie, et que tout le monde a besoin de rencontrer et de voir. Et de découvrir. C'était le 11 octobre dernier, cette journée internationale. Stéphanie Gâteau, c'est quoi Handy Road? Alors, Handy Road, c'est une start-up que j'ai fondée en 2018, qui est en fait une application pour sécuriser les déplacements des personnes à mobilité réduite à l'origine et de leurs aidants, qui sont 25 millions en France. Et à côté de ça, il y a une communauté d'entraide solidaire d'anges gardiens qui permettent de trouver des relais au quotidien pour les aidants et en cas d'alerte, de les prévenir en termes d'information, d'accessibilité. Pendant le confinement, tout le monde a compris ce que c'était que justement l'isolement, l'accès à l'emploi, l'accès aux loisirs, etc. Donc l'idée aussi derrière, c'est de créer du lien social et de parler d'inclusion numérique. Ce qui est aussi un sujet très précieux à l'heure actuelle. Quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce que ça vous inspire, notamment l'action de The Wonders? Alors, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve qu'effectivement, on a en termes de visibilité un peu toujours les mêmes schémas. Moi, je sais que entre le fait d'être une femme polyhandicapée qui souhaitait faire de l'international et voyager partout dans le monde, mais peut-être en fauteuil roulant, c'était un petit peu compliqué. J'aurais voulu avoir des références un peu inspirantes de femmes et puis de leur place. Et effectivement de cette notion aussi d'engagement, d'avoir des valeurs derrière qui est un peu propre au profil féminin, on va dire. J'ai trouvé que c'était précieux et surtout de s'enthousiasmer et de s'émerveiller des talents de chacune. Et aussi le fait justement d'être un collectif comme ça nous a permis à chacune d'avoir notre place, de nous découvrir et d'avoir toute la même valeur. Il n'y avait pas de prix particulier, il n'y avait pas de classement particulier surtout. Et c'est très agréable. Est-ce que, Stéphanie Gâteau, il y a des a priori, des biais, chez les hommes sûrement, mais peut-être aussi chez les femmes, qui freinent l'entrepreneuriat au féminin? Oui, alors en fait, il y a non seulement il y a des biais, mais parce qu'il y a une difficulté à se projeter, d'où l'idée d'essayer en tout cas de donner d'autres propositions, et surtout dans l'entrepreneuriat. Alors en plus, dans la tech, c'est pire que tout en ce moment, puisque même celles qui se forment à la tech ne rentrent pas dans la tech, et forcément, on peut parler du handicap
aussi, ça va créer des biais dans les outils qu'on va utiliser tous les jours. Il faut être vraiment très, très vigilant. Mais les obstacles sont vraiment dans le manque de référence, le manque d'encouragement, ce que font les Wonders, c'est-à-dire encourager à l'audace, à être nos propres héroïnes quand on n'a pas de référence, effectivement, se dire, voilà, moi, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Fatou Ndiaye, c'est quoi C'est une sorte de boîte à outils de l'entrepreneuriat au féminin que vous proposez ? En quelque sorte, oui. Parce que d'un côté, il y a tout un pilier inspiration. Et en fait, cette journée internationale permet de s'inspirer parce qu'on rencontre des profils complètement atypiques, des femmes qui ont changé les lois pour permettre à des personnes handicapées de devenir pilotes. On a des écrivaines qui sont poètes. On a des profils complètement atypiques. Ça permet d'inspirer les nouvelles générations à passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'entrepreneuriat, c'est de trouver des solutions à des problèmes, mais c'est surtout d'agir concrètement. Mais pour agir, faut avoir des modèles, des rôles modèles, faut être inspiré. Mais il faut aussi relever des défis, d'après moi. Ah oui. Et ça fait partie de la boîte à outils. On lance énormément de défis, notamment au sein de notre programme d'accompagnement. Toutes les semaines, on lance des défis à nos Wonders parce que pour nous, l'audace, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, faut s'entraîner. Nous, c'est la chaîne des audacieux, donc on est bien musclés. Exactement, vous êtes très musclés. C'était quoi le dernier défi, par exemple ? Le dernier défi, il est en ce moment, parce qu'on part en Tour de France de l'ESS. Donc j'embarque. Donc de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Pardon, on fait un Tour de France à la rencontre d'acteurs du changement, d'actrices du changement dans toute la France, Bordeaux, Paris et Nantes. Et donc le défi, c'était d'organiser cette semaine et d'inviter 5 Sénégalaises. Donc on a l'ambassade de France-Sénégal qui nous envoie 5 entrepreneuses de choc. Et toutes les 20, on va partir en Tour de France. Donc ça, c'est un gros défi. Je voudrais aussi parler de sexisme quand même. Est-ce que vous avez rencontré l'une et l'autre du sexisme dans votre vie professionnelle ? Je commence avec vous, Fatou Ndiaye. Oui. Forcément. Malheureusement. Je ne m'attendais pas à la réponse non. Oui, ça m'arrive. Et souvent, c'est du sexisme ordinaire. Je pense que c'est des personnes qui ne s'en rendent même pas compte. Et un exemple, c'est je suis en conférence et c'est moi l'experte du sujet, mais on ne me parle pas en fait. On va parler à mon homologue masculin qui ne connaît rien au sujet, mais qui est là. Et c'est des scènes comme ça, c'est assez courant. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Je pense que déjà en montrant différentes femmes qui ressemblent qui sont certaines racisées, d'autres qui sont qui viennent de villages, etc. Ça permet de montrer d'autres types de femmes et du coup d'inspirer même ces hommes qui ont tendance à faire du sexisme ordinaire. Et vous, Stéphanie Gâteau, vous l'avez vécu ? Je crois, il n'y a pas un seul instant où je ne l'ai pas vécu, quasiment sur tous les postes sur lesquels j'étais. Déjà, quand j'ai commencé, on m'a dit la stratégie, c'est pour les hommes, la stratégie d'entreprise. Vous êtes une femme, vous êtes jeune. C'est limite si on m'avait dit que j'étais blonde. Et en plus handicapée. Donc là, pour le coup, je crois que je cumule quand même pas mal de choses. Là où c'est intéressant, c'est effectivement de faire d'autres propositions et d'être peut-être de montrer qu'on peut être là où on ne nous attendrait pas. Alors c'est vrai que dans la tech, on est en train de perdre des talents à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. On n'est pas du tout dans l'égalité des chances. Et les femmes particulièrement et fondatrices, malheureusement, un homme va lever à peu près 240% de fonds de plus qu'une femme, alors qu'on est reconnu pour être meilleur gestionnaire, etc. Enfin bon. Et effectivement, comme fondatrice, on va vous dire, oui, mais quand même, vous ne seriez pas accompagnée par un homme dans votre équipe. Voilà. Donc, alors, je ne vous parle même pas du handicap, mais bon, voilà, c'est très compliqué. Mais est-ce que ça change ? Est-ce que vous voyez une évolution ? À votre visage je suis très audacieuse et très optimiste. Donc moi, je suis convaincue que c'est justement par l'exemple. On parlait des quotas, il n'y a pas longtemps, il y a eu les assises de l'égalité hommes-femmes. Il y a plein de leviers, mais des pistes aussi, c'est de justement donner envie. Et l'audace, l'énergie qui se dégage des Wonders, c'est aussi de dire la réalité terrain. En préparant celle qui arrive, en disant que ça va être compliqué. Il y a des obstacles, oui, il y a des freins. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être difficiles à dépasser, mais voilà, c'est vous qui choisissez, soit vous les dépassez, vous êtes un peu innovant et vous sortez de vos zones de confort et vous appropriez votre vie, vos envies, vos projets, et en fait, vous avez besoin de personne pour y arriver. Vous pouvez compter que sur vous-même et déjà, vous êtes pleine de ressources, donc allez-y, foncez. Fatou Ndiaye, vous avez lancé plusieurs entreprises, notamment The Great Village, c'est quoi ? Alors là, c'est très, très, très unique. On a créé une communauté de troc. Donc on est une coopérative et on aide entrepreneurs, dirigeants ou même citoyens à troquer. Parce qu'on pense que c'est une des façons de créer une économie régénérative. Et aujourd'hui, on a une communauté de plus de 3000 membres autour du monde. On a accompagné une centaine d'entrepreneurs et on a des dirigeants qui troquent entre eux. Notamment, on a un dirigeant qui a troqué du vin
contre du branding. Et le dirigeant qui fait du branding a reçu en échange un vin fait sur mesure à sa marque pour ses clients. Ouais. Donc voilà, on fait troquer des dirigeants, ce qui n'existe pas. Et aujourd'hui, on est en train de créer, donc la tribune sort dimanche, parce que c'est la journée internationale sans argent. Oui. Et du coup, on poste une tribune parce qu'on aimerait appeler à ce que le troc devienne légal. Pourquoi il est illégal aujourd'hui ? Non, il n'est pas légal. C'est pas qu'il est illégal, c'est qu'il est juste pas normé. Ça n'existe pas dans la loi. D'accord. Donc, nous, on a trouvé un moyen de tourner autour, mais à quand la légalisation du troc ? Ouais. Stéphanie Gâteau, vous avez fondé un incubateur, Exportunity, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est quoi cet incubateur ? Alors, l'idée de l'incubateur, en fait, on a les startups sont très, on va dire, on leur demande beaucoup d'être visibles à l'international et d'avoir rapidement une scalabilité qu'elles n'ont pas forcément. Donc l'idée de l'incubateur, c'est de les préparer, soit parce qu'elles vont au CES, elles ont besoin de se préparer à un salon en termes de visibilité par rapport à leurs concurrents, par rapport à leur marché, mais inversement aussi, c'est d'accueillir des startups étrangères qui veulent s'implanter en France ou en Europe, et surtout d'arriver à créer des communautés qui s'entraident, voilà, qui peuvent échanger par rapport à leurs produits, leur pays, et de créer une communauté internationale d'entrepreneurs, de start-upers en tout cas. Voilà. Ça, c'est une démarche importante aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je reviens au thème, l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire il faut des incubateurs, il faut des accompagnateurs. Parfois, on parle souvent de liens entre un grand groupe et une start-up. Est-ce que tous ces leviers-là vous semblent importants, Fatou Ndiaye ? Complètement. Et je pense que c'est pas juste pour l'entrepreneuriat au féminin, je pense que pour l'entrepreneuriat en général, s'entourer des bonnes personnes, avoir accès à des expertises, parce qu'en fait, on fait tous des erreurs. Moi, la première, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai fait des erreurs comptables. Si j'avais été entourée d'une personne qui était passée par le même chemin et qui m'avait partagé des conseils, ça m'aurait évité de faire ces erreurs. Et je pense que le fait de rejoindre des communautés ou de rentrer dans une communauté comme The Wonders ou toutes les communautés d'entrepreneuriales, ça permet d'acquérir ces compétences, ce réseau, ces outils, pour ensuite faciliter la création d'entreprises. Est-ce que vous attendez des réformes, on est en pleine pré-campagne présidentielle, est-ce que vous attendez des réformes politiques pour faire avancer l'entrepreneuriat au féminin ? Ou est-ce que finalement, on se débrouille toute seule, quoi, vous voyez, on n'a pas besoin des politiques. Moi, j'ai envie de dire, on se débrouille très bien toute seule. Oui. Mais c'est clair que d'avoir de l'aide des politiques, et Elisabeth Moreno notamment fait un travail extraordinaire pour promouvoir tout ce qui est l'audace et l'entrepreneuriat au féminin. Oui. Mais je vous pose la question, et je vous la pose aussi, parce que parfois, il faut la loi pour faire changer les comportements. Alors, exactement. Moi, j'étais absolument contre les quotas, parce que je trouvais qu'on va voir autant d'handicapés, autant de femmes sur le principe, on parle beaucoup d'inclusion à l'heure actuelle et ça devrait être naturel puisqu'on est tous différents, on a tous des talents différents. Et malheureusement, on se rend compte, et on l'a vu effectivement récemment avec la nouvelle loi qui est passée de Marie-Pierre Rixain, on a besoin d'aller un petit peu plus loin pour inciter et pour ouvrir la porte. Parce qu'en fait, si elle reste fermée, qu'on ne l'ouvre pas, voilà. Alors l'idée, c'est pas de dire je recrute non plus et qui est ce biais, à l'inverse de dire je recrute parce que c'est une femme, parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle est senior et que ça va me faire une belle image. Surtout que si on veut pas perdre les nouveaux talents, les entreprises n'ont aucun intérêt à être toxiques, surtout dans la tech, et elles doivent attirer aussi par des valeurs et elles doivent un peu montrer l'exemple. Donc je pense qu'il faut un caractère incitatif pour permettre aussi à chacun d'avoir une place et la place d'exister, même si effectivement tout le monde n'a pas forcément le profil ou le caractère, ou pas encore en tout cas, pour se sentir prêt à être autonome, indépendante et entrepreneuse. Et si je peux me permettre de rajouter juste un petit mot sur ça, aujourd'hui on est conscient que le financement au féminin est très compliqué. Il y a 2% des entreprises qui sont financées quand elles sont portées par des femmes. Et s'il y a une loi qui devrait passer, c'est vraiment sur le financement des projets portés par les femmes. Et même quitte à avoir des subventions spéciales pour aider les femmes à avoir accès à ce financement bien nécessaire. Eh ben, on attend le candidat ou la candidate qui va reprendre cette très bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Économie circulaire au programme. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Chrysalide, c'est le nom de la start-up que l'on découvre aujourd'hui avec son cofondateur Mohand Bencherif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez fondé en 2017 avec Charlène Guicheron. C'était quoi votre idée de départ ? Alors nous, à la base, on vient du monde du e-commerce. Oui. Et en fait, ça faisait depuis plusieurs années qu'on développait des plateformes e-commerce. Et en fait, avec le temps, on a vu qu'il y avait de plus en plus de projets marketplace qui se créaient. Et plutôt qu'à chaque fois de redévelopper
des nouvelles technologies en fait, de marketplace, on a décidé de lancer notre produit Chrysalide en 2017. Et donc c'est quoi? C'est un programme qui est je crois que c'est no-code, c'est ça le terme qu'on emploie? Oui, c'est vrai. Et donc moi qui suis nul en informatique, je peux créer ma place de marché, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. En fait, on avait vu un peu la révolution Shopify, qui est aussi une plateforme no-code ou low-code pour permettre de créer son site e-commerce, et on voulait faire la même chose pour les marketplaces. Donc, si vous avez une idée et que vous voulez pas aller, vous n'avez pas la possibilité d'aller voir les grands acteurs qui vont vous demander des budgets très très importants, vous pouvez vous lancer avec Chrysalide et après vous développer. Alors, c'est quoi l'accompagnement c'est quoi le service que propose Chrysalide en quelque sorte? Alors, nous, à la base, on est vraiment une solution technique, mais l'avantage de Chrysalide, comme je le disais, ça fait, pour replacer, ça fait depuis après 2012 qu'on est dans le domaine des marketplaces, avant Chrysalide. Nous, on a beaucoup de retours d'expérience de nos clients, de nos utilisateurs. Donc, l'accompagnement de Chrysalide, ça va vraiment être de vous faire gagner beaucoup de temps en vous réinjectant directement tout le savoir cumulé sur des centaines de projets marketplace. Ouais. Et donc avec cette dimension d'économie circulaire, d'aide à l'économie circulaire, est-ce qu'elle est en retard dans sa numérisation, dans sa digitalisation, l'économie circulaire? Alors en France, oui. Ouais. En France, oui. En fait, le concept d'économie circulaire, c'est un concept qu'on connaît depuis très longtemps chez Chrysalide, mais plutôt dans les pays nordiques, donc Suède, Finlande, etc. La plupart des projets marketplace d'économie circulaire venaient de là. Et c'est vraiment depuis le Covid qu'on sent qu'il y a eu une prise de conscience en France, particulièrement, plus que dans les autres pays d'ailleurs, plus qu'en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. Et on a eu depuis 2 ans énormément de projets dans ce domaine. Ouais. Qui sont vos clients? C'est forcément des petites entreprises? C'est quelle taille d'entreprise? Ah non. Aujourd'hui, nous, on travaille alors beaucoup effectivement avec des petites entreprises parce qu'on a une solution qui est quand même facile d'accès d'un point de vue budget. Mais on travaille beaucoup aussi avec des boîtes. Alors soit des boîtes établies, donc qui ont une activité historique et qui se développent, enfin qui cherchent à développer une autre activité en ouvrant une marketplace, que ce soit dans le domaine de l'économie circulaire ou autre. Mais on travaille aussi avec des grands groupes aussi qui développent des projets internes, notamment par exemple Netto qui a lancé une bourse d'échange, une sorte de Le Bon Coin, mais qui permet aux magasins adhérents du réseau de pouvoir s'échanger les produits alimentaires, non alimentaires dont ils auraient plus besoin. Il y a un exemple que j'ai vu en préparant l'émission, c'est la marque Bidule. Donc là, on est à moins d'un mois de Noël, la vente de jouets de seconde main. Là aussi, c'est quoi l'accompagnement ou le travail de Chrysalide avec une marque comme celle-là? Alors, avec quelqu'un comme Bidule, alors là, on est vraiment sur un projet d'une entreprise qui avait déjà un métier, donc une boutique, et qui en fait voit que il y a... c'est devenu un peu plus compliqué avec le Covid de vendre, et qui se dit il y a une opportunité qui depuis des années me taraude en fait, c'est la vente de jouets haut de gamme mais d'occasion. Et donc Bidule, en quelques semaines, on peut dire, grâce à Chrysalide, a pu mettre en place sa plateforme, ce qui aurait pu prendre plusieurs mois de travail. En quelques semaines, elle a pu lancer sa plateforme et avoir déjà ses premières commandes. En quelques mots, vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Alors nous, Chrysalide, on est une équipe de 8 personnes. On est une start-up autofinancée. En fait, on a eu la chance de tout de suite faire du chiffre d'affaires et de réussir à nous développer sur fonds propres. Aujourd'hui, nous, la plupart de nos clients sont quand même sur le marché nord-américain. Donc, en fait, on est très, très attiré par l'Atlantique. Et du coup, en fait, dès le départ, en fait, on a ciblé le marché nord-américain par rapport aux opportunités de marché. Et avec le Covid, nous aussi, on se concentre de plus en plus sur le marché français. Merci beaucoup. Merci Mohamed Bencherif. Bon vent à Chrysalide. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain sur la chaîne des Audacieux.